grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La nouvelle est tombée le dimanche 5 juillet 2015. Mohamed Ali Ag Wadoussen, ce terroriste qui s'était évadé de façon spectaculaire de la prison centrale de Bamako avant d'être libéré en échange de l'otage français Lazarevich, a été tué par une frappe de l'opération Barkhane, une disparition qui intervient au moment où les actes terroristes s'étendent désormais aux régions du sud. Il y a eu Misseni, il y a eu Fakola dans la région de Sikasso, mais avant, il y a eu Nara en deuxième région. Des attaques qui sont signalées par ailleurs au nord du pays. La situation reste donc très tendue. Les uns et les autres se demandent alors quelles peuvent être les voies et moyens susceptibles de sécuriser les populations et les troupes engagées sur le terrain. C'est de tout cela que nous allons parler avec nos invités qui sont Sir Daniel, journaliste écrivain. Bonsoir. Cheikh Amadou Djouara, journaliste. Siaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique et André Bourgeot qui est chercheur au CNRS de Paris. Nous, on va le joindre au téléphone. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mohamed Wadoussen est mort, l'information est confirmée, elle ne laisse personne indifférent ici au Mali. On comprend pourquoi. Première question à vous d'abord, Sir Daniel. Que signifie la disparition de Mohamed Ali Ag Wadoussen? Alors si vous voulez, d'abord il faut rapidement parler de son curriculum vitae. Nous sommes en 2011. À Douanza, il enlève deux otages, deux Français. Vous avez Serge Lazarevic et Philippe Verdon. Il les amène 500 km plus loin, les remet à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est arrêté, il est ramené ici à Bamako. Il s'arrange pour se sauver, pour s'évader de prison en tuant un gardien de surveillant, un surveillant de prison. Il est repris, remis en prison. Et puis en décembre dernier, pour libérer Serge Lazarevic, on décide et AQMI demande sa libération. Et on le libère. Il rentre ici dans un avion français de l'opération Barkhane. Il va jusqu'à Kidal dans cet avion français. On le libère et pour pouvoir libérer Serge Lazarevic. Donc, que signifie cette mort? C'est quand même quelque chose de très important parce que tous les spécialistes vous disent que c'est un maillon essentiel d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, surtout en ce qui concerne le rapt d'étrangers qui viennent mourir. Quand il est reparti, il était en train de former des troupes au maniement des armes pour faire opérer des rapts. Donc c'est une nouvelle, à mon avis, très importante qu'on a appris hier, parce que ça s'est passé dimanche, mais ça a été confirmé plutôt hier. Professeur André Bourgeot, vous êtes chercheur au CNRS de Paris, vous êtes en ligne donc depuis Paris. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de l'information qui concerne la disparition? Alors, quelques soucis, je crois qu'on aura l'occasion de retrouver le professeur André Bourgeot. Ici, en studio, nous avons également Cheikh Amadou Djouara qui est journaliste. Monsieur Djouara, dites-nous comment est-ce que vous comprenez, quelle lecture faites-vous de la nouvelle relative à la disparition de Wadoussen? Moi, je pense que c'est clairement un message fort que Barkhane lance à travers cette opération, parce que quand on voit la façon spectaculaire par laquelle Wadoussen a été arrêté, il a pu s'évader, il a été libéré, si tous ceux qui auraient des agitations pareilles devraient se sauver de cette manière, ça veut dire que c'est de l'impunité qui est encouragée et n'importe qui pourrait oser entreprendre des actions comme ça. Donc je pense que c'est un message fort qui est lancé à tous ceux qui auraient des ambitions comme lui, de comprendre qu'on peut être arrêté, libéré à coup de concessions et de compromis, mais on reste quand même dans le viseur et on peut toujours être rattrapé et voilà, être châtié de ce qu'on aurait mérité. Le professeur André Bourgeot, qui est chercheur au CNRS de Paris, est en ligne. La liaison semble bien établie cette fois-ci. Alors, dites-nous, monsieur Bourgeot, vous suivez ce qui se passe dans le Sahel, précisément au Mali. Vous avez sans doute appris la nouvelle de la disparition de ce terroriste qui est Wadoussen. Qu'est-ce que vous en pensez? André Bourgeot, vous... Allô? Oui, vous m'entendez? Voilà. Très très mal. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, on va parler un peu plus fort. Monsieur Bourgeot, je dis que vous vous intéressez beaucoup à ce qui se passe dans notre pays. Vous êtes sans doute au courant que le terroriste Wadoussen est mort suite à une frappe de la force Barkhane. Alors, cette nouvelle, quelle lecture en faites-vous?
Alors, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que face au marchandage, puisqu'il s'agissait d'un marchandage, donc sous forme de troc entre un criminel et puis des otages, le criminel en question a été libéré par décision politique et je viens donc d'apprendre ce matin que M. Aguad-Dossen a été tué lors d'une intervention de l'opération militaire Barkhane, de l'opération militaire française. Alors j'aurais tendance à dire que là c'est une justice divine que face à quelque chose qui a été considéré comme relevant de l'impunité, qui a fait l'objet de contestation et de protestation, finalement, il y a une certaine justice qui est intervenue. Je regrette que je ne sois pas une justice laïque. Alors, vous avez également ici en studio avec nous Siaka Tcheblé Doumbia, il est du Centre d'analyse politique et économique. À vous la parole, M. Doumbia. Ok, merci. Moi, à mon avis, un terroriste, quel qu'il soit, la mort d'un terroriste, c'est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle qu'on doit se réjouir. Quels que soient les rangs dont il occupait au sein de son organisation, au sein de son groupe, si aujourd'hui il s'avère que Wadoussen est mort, je crois qu'on peut quand même applaudir cette frappe de l'opération Barkhane. Mais ceci étant, à mon avis, cela doit également nous pousser à nous poser des questions sur la stratégie française de libération des otages et sur les rapports que les autorités françaises entretiennent avec nos autorités quand ces Français sont enlevés et les moyens dont la France met en œuvre pour que ces otages-là soient libérés. C'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Alors nous allons nous tourner du côté justement de Serge Daniel. Alors Serge, on ne va pas oublier que Wadoussen a quand même été échangé contre nos otages français, vous l'avez d'ailleurs déjà dit, ce qui avait déjà choqué l'opinion quand même nationale. Alors comment va-t-elle prendre la nouvelle de la disparition des terroristes dont on se souviendra encore quand même de l'évasion spectaculaire de la prison centrale de Bamako? Oui, le problème, c'est qu'en ce qui concerne Al-Qaïda au Maghreb islamique, le jeu est clair. Lorsqu'ils enlèvent un otage, il y a deux choses pour libérer les otages. Et j'ai suivi ça depuis 2002-2003. Il faut, un, payer une rançon et deux, libérer des terroristes. En fait, ils donnent des noms de terroristes. Dans le cas de Wadoussen, on sait désormais que ce ne sont pas seulement 4 terroristes qui ont été libérés, mais il y en avait 7 plutôt. Donc le Niger, pays voisin, a libéré des terroristes. Lorsque vous posez la question de savoir, vous souhaitez une clarification de la position française, c'est très bien. Moi, je fais partie de ceux qui estiment qu'il ne faut pas payer de rançon pour libérer les terroristes. Vous avez 2 pays, notamment les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, qui ne payent pas de rançon. Et vous voyez finalement ce qui se passe, c'est qu'on n'enlève plus de citoyens américains, ou quand on les enlève, on enlève très peu de citoyens. Lorsque vous payez une rançon, vous êtes co-responsable de la situation dans le nord du Mali, parce que ce qui se passe, c'est que les ravisseurs, lorsqu'ils ont la rançon, il y a des pays qui ont payé 14 millions d'euros pour les rançons, 10 millions d'euros pour les rançons, ce qui veut dire que quand les terroristes, lorsqu'ils ont de l'argent, ça leur permet d'acheter des armes, c'est-à-dire que vous participez au renforcement du dispositif sécuritaire des terroristes. Effectivement, des pays ont demandé de criminaliser le paiement de rançon, mais la France, l'Allemagne, les pays européens continuent à payer des rançons pour pouvoir libérer les terroristes. Dernière chose, vous avez vu la déclaration de M. Serge Lazarevic, le dernier otage qui a été libéré. Il vit à Paris, près de Paris, dans un appartement 9 mètres carrés. Il a dit aujourd'hui, au Mali, je me sentais plus à l'aise finalement qu'aujourd'hui en France, parce que c'est la galère pour lui. Mais pourtant, pour le libérer, ce sont des millions d'euros qui sont versés aux terroristes. Mais justement, c'est Daniel, voilà. Comment est-ce que vous avez compris cette phrase? Je me sentais mieux au Mali qu'à Paris. Mais tout simplement parce que c'est dur. C'est-à-dire qu'au moins dans le désert, il était libre. Dans le désert, vous avez parfois une densité de 3 habitants par kilomètre carré. C'était quelqu'un de relativement libre, même s'il a affirmé avoir été torturé. Il pouvait dormir à la belle étoile. Mais le problème, c'est qu'à Paris, vous le savez, en Europe, généralement, quand vous n'avez pas un franc, vous êtes foutu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se soigner. Il se sent abandonné de la République. Mais au même moment, il faut rappeler que son pays a payé des millions d'euros pour pouvoir obtenir sa libération. C'est quand même un contraste assez terrible. André Bourgeot, du côté de Paris, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'après la disparition de ces terroristes, il y a des choses à éclaircir? Oui, absolument. Par ailleurs, je ne suis pas absolument convaincu qu'un otage évolue en toute liberté. Je peux bien concevoir que ses conditions de vie en France ne sont loin d'être excellentes. Mais enfin, un otage, c'est pas quelqu'un qui circule quand même librement. Il est en permanence sous la protection et sous la tutelle de gens armés. On ne peut pas dire qu'il circule librement. Ce que je voudrais rajouter, parce que je m'excuse, mais je dois impérativement vous quitter à 19h30 française, c'est que
ça ne résout pas pour autant le problème du salafisme djihadiste. On l'a vu, l'histoire est là, l'histoire elle parle. On a vu lorsque M. Abou Zaïd, le terroriste Abou Zaïd a été tué, c'est pas pour autant que le mouvement salafiste djihadiste a été démantelé. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose qu'un terroriste soit tué et que l'opération Barkhane engrange positivement cette affaire, mais encore une fois, au vu de ce qui se passe actuellement sur l'ensemble du territoire malien, il y a quand même une recrudescence et une généralisation de pratiques salafistes djihadistes sur l'ensemble du territoire. Donc le problème, pour moi, ne se pose pas en termes de tête pensante ou d'individus qui représentent quelque chose pour les médias, pour les médias français, européens et mondiaux. Encore une fois, dans la situation actuelle et dans un contexte d'application des accords de paix d'Alger, on voit bien qu'il y a une effervescence, je crois que le terme n'est pas trop fort, de nouvelles pratiques salafistes djihadistes sur l'ensemble du territoire. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la bonne méthode que d'utiliser d'une manière un peu systématique les méthodes sécuritaires pour essayer d'enrayer, je dis bien enrayer, je ne dis pas éradiquer, pour essayer d'enrayer ce mouvement qui quand même se généralise sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien. Ce qui me permet de dire la chose suivante, c'est que tant que la situation libyenne ne sera pas résolue, parce que c'est quand même un ensemble de choses, c'est des flux, ce sont des réseaux qui fonctionnent, tant que la situation politique militaire ne sera pas résolue en Libye, je pense qu'il y aura encore ce type de pratiques djihadistes qui vont se perpétrer et s'affirmer de plus en plus. Et c'est ce que j'observe en tout cas de l'extérieur en ce qui concerne le Mali. Mais si on prend le cas aussi de Boko Haram est en train de marquer des points, et plus particulièrement sur la partie sud-est du Niger. Donc, vous voyez, c'est pas... M. Wad-Dassen a été tué, Abou Zaïd a été tué, c'est pas pour autant que le mouvement a décliné, et j'aurais même tendance à dire, au vu de ce qui se passe, il a même connu un certain essor, y compris un essor qui se manifeste par l'émergence de petits groupes, et c'est ça qui est particulièrement difficile. D'une part, d'autre part, les pratiques exercées par ces groupes-là consistent à faire du harcèlement. Et la notion de guerre asymétrique ne me paraît pas pertinente pour expliquer cette prolifération que je viens de dénoncer et les nouvelles pratiques qui sont exercées par ces salafistes djihadistes. Merci. Cheikh Amadou Diouara, journaliste, oui, allez-y. Bon, moi je pense que Wad-Dassen a été sur une opération importante qui a été le rapt des deux Français à Hambouri, mais pas pour autant qu'il soit un élément aussi important de AQMI ou du djihadisme dans le Sahel. Je vais dire, d'hier à aujourd'hui, je trouve que sa mort a été un peu survendue. Parce que j'ai entendu à plusieurs passages dans les médias parler d'un responsable d'AQMI ou d'un grand responsable d'AQMI. Je ne pense pas que Wad-Dassen a été cela. Mais dites-nous, le choix qu'il a porté sur lui lorsqu'il s'est agi de libérer les otages, c'est lui qu'on a choisi de libérer. Ça veut dire quand même que il n'est pas n'importe qui. Non, je veux dire, tout celui qui a été mis en service par AQMI ou par n'importe quelle organisation du genre, ils sont responsables du fait qu'il soit détenu. Donc, ils vont toujours négocier sa libération. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il est lié à ces mêmes otages. Parce que c'est lui qui a organisé le rapt. Wad-Dassen, avant d'aller enlever ceci, n'était pas non plus quelqu'un d'important dans le maquis. C'est vrai, c'était un militaire déserteur. Il ne faut pas oublier aussi ça. Il était militaire, il était de l'armée malienne. Il a déserté. Il a été avec eux, il a été mis sur le coup parce qu'il était aussi avec ses oncles dans le mouvement et c'est eux qui l'ont mis sur le coup. Il a réussi son opération, il a été attrapé, il a été mis dedans et ses oncles étaient derrière. Il a ses parrains dans le mouvement. Moi, je pense que il a été d'un commando très efficace. C'est quelqu'un qui a une formation militaire bien reçu, c'est pas comme ceux qui ont appris sur le tas ou qui ont été formés en quelques semaines. Voilà, donc c'est quelqu'un qu'ils ont mis sur le coup, il a réussi son coup, mais pas pour autant que c'est vraiment un élément assez important quand même dans le leadership, non. Mais... Studio Tamani, 17h30, la suite de ces débats dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Wadoussen, dont la mort est confirmée, un élément important ou pas du terrorisme. Alors, la question reste posée. Nous venons d'entendre le journaliste Djouara. La parole sera bientôt à Chaka Tchebde Doumbia, mais c'est Daniel veut rapidement réagir. Je voulais tout simplement faire une observation. C'est la première fois dans le Sahel que une force étrangère arrive à éliminer un preneur d'otages libéré pour obtenir la libération des otages. C'est quand même un symbole très important. C'est-à-dire, Wadoussen, c'est vrai que dans les Katiba, dans l'organisation des Katiba, c'est pas le vice-président, c'est pas l'émis, c'est pas le... Mais c'est quand même un symbole très important. Et lorsqu'il est parti, lorsqu'il a été libéré, moi je pense qu'il était suivi. Des gens pensaient qu'il avait une puce dans le corps, etc. Je ne le sais pas, mais il était de toutes les manières suivi, puisque ce sont les Français de l'opération Barkhane qui l'ont pris de Bamako pour ramener dans le nord du Mali. C'est quand même un symbole important. Ça peut faire réfléchir à d'autres, si vous voulez, qui seraient tentés de libérer les otages. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un symbole important, c'est quand même quelqu'un d'important qui a été éliminé. Chaka Tchebde Doumbia. La mort de Wadoussen est symbolique, certes, mais aujourd'hui, moi, je me pose la question est de savoir que représente Wadoussen au sein de son organisation. Je l'ai dit tout à l'heure, Wadoussen, si vous interrogez les sources militaires aujourd'hui à Bamako, ils vont vous faire comprendre que Wadoussen n'était qu'un pion chargé d'exécuter. Il était à Ombouri pour donner également des informations à ceux-là qui ont été pris en otage. Donc aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, c'est que Wadoussen n'est pas un pion fort au sein de son organisation. En revanche, vu le fait qu'il a reçu un coup médiatique de par son évasion en prison. Deuxièmement, le fait qu'il a été libéré en échange d'un otage. Mais c'est la preuve que si c'est un pion, c'est la preuve que c'est un pion quand même assez important. Vous ne voulez pas également que Serge vient de souligner tout à l'heure qu'il n'a pas été le seul à être libéré. Il y avait d'autres otages qui ont été libérés pareil. Donc, il faut faire énormément attention pour ne pas faire le jeu des terroristes. Ce jeu pourrait consister à masquer les vrais terroristes au nom de ceux qui sont affichés. Ça également, c'est une hypothèse qu'il faut prendre en compte. Alors, nous allons aborder le second volet de ce débat. Voyons à présent la situation sur le terrain. L'accord de paix a été désormais signé par toutes les parties. Le comité de suivi a même commencé à faire des réunions. Alors, dites-nous, pourtant, on ne peut toujours pas parler d'amélioration de la situation sur le terrain. Sur l'axe Tombouctou-Goundam, il y a toujours problème. L'aménagement est de temps en temps attaqué. Il y a eu au sud, Misseni, il y a eu Fakola, précisément dans la région de Sikasso, il y a eu aussi Nara dans la deuxième région. La mort des terroristes comme Wadoussen peut-elle avoir une incidence sur la situation sécuritaire sur le terrain, Daniel? Moi, je pense que dans le nord du Mali, il y a un serpent à deux têtes. La première tête, c'est le terrorisme, ce qu'on appelle le terrorisme, il y a de la mafia, etc. Mais la deuxième tête, c'est quand même les trafiquants de drogue. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas avoir, ce que je dis, cette troupe d'élite dans le nord du Mali, d'un côté, vous avez ceux qui sont dans les accords de paix, plus ou moins, et de l'autre côté, ceux qui font le trafic de drogue. Si vous prenez par exemple, il y a 2 mois, vous avez des experts qui vous disent, dans le nord du Mali, il y a eu des petits avions qui sont venus jeter des colis de drogue. Alors si on peut localiser des terroristes ou des auteurs de rapt d'Européens, cela veut dire qu'on peut aussi localiser quand même des trafiquants de drogue, des trafiquants de cocaïne. Pourquoi on ne s'attaque pas aux trafiquants de cocaïne? Donc la lutte n'est pas totale contre les crimes dans le nord du Mali. Est-ce que vous voyez, c'est ce que je pense. Il faut pouvoir s'attaquer frontalement, de manière frontale, aux terroristes, c'est vrai, mais également aux trafiquants de drogue, sinon ça ne fonctionnera pas. De l'autre côté, ce qu'on constate, si vous permettez l'expression, c'est que du nord, l'islamisme, le djihadisme se métastase un peu vers le sud, c'est quand même inquiétant parce que vous avez des gens comme le fameux Amadou Koufa, le prédicateur, vous avez des gens dans Sardine qu'on retrouve à Nara, qu'on retrouve à Fakola, c'est quand même également important. Vous avez un mouvement qui pour moi pour le moment est obscur, même si quelqu'un se revendique de ce mouvement, le mouvement pour la libération du Mali, la libération totale du Mali. Alors vous avez quand même une tension qui se métastase vers le sud, raison de plus pour, à mon avis, être vigilant, et ce n'est malheureusement pas le cas. La mission de l'ONU au Mali, je ne dirais pas qu'elle n'a pas sa place, mais la mission de l'ONU au Mali n'a pas le mandat qu'il faut
pour résoudre ou pour aider les Maliens à résoudre la question. Ils ne sont même pas chargés de lutter contre le terrorisme. Mais ils l'ont précisé, cher Daniel. Mais c'est terrible. Il faut changer cette mission. C'est un mandat, à mon avis, qu'il faut changer. Lorsque vous avez la mission de l'ONU, et j'en aurais terminé, qui quitte Goundam pour venir à Tombouctou, c'est 45 km. Lorsque la mission de l'ONU ne peut pas avoir un hélicoptère pour protéger ses propres troupes, ce ne sont pas les autres que cette mission va protéger. C'est une question de mandat. Et le mandat ne correspond pas, à mon avis, à la réalité sur le terrain. Mais on a entendu des responsables de l'aménagement dire qu'au niveau des Nations Unies, on n'a pas l'habitude quand même de mandater des soldats pour combattre des terroristes. Il appartient à la communauté internationale de dégager les moyens pour pouvoir mettre une troupe d'élite sur place pour pouvoir combattre les terroristes. Parce que si la mission de l'ONU, si je vous suis, la mission de l'ONU est la reconstruction, etc., on ne peut pas reconstruire sans insécurité. Et ce n'est pas possible. Moi, je suis outré de savoir que 6 soldats de l'ONU, par exemple, casque bleu, ont été tués sur 45 km. Donc il est du devoir de la mission d'abord de protéger ses propres troupes. Si elle ne protège pas ses propres troupes, ce n'est pas vous qu'elle va protéger, ce n'est pas moi qu'elle va protéger. Et c'est pour ça que je ne vais plus tellement dans le nord du Mali. Le Cheikh Amadou Diouara. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Serge Daniel. Moi, je pense que le problème parce qu'aujourd'hui, après, quand l'opération Serval a fait son premier travail, c'est-à-dire le premier objectif pour lequel il a été déployé au Mali, tout de suite, la France elle-même et puis la communauté internationale a demandé et était d'accord pour qu'une force de maintien de la paix soit déployée au Mali. Et je pense que tout le Mali a été enthousiaste par rapport à ça, pour que ça vienne le plus tôt possible et tout ça, mais sans définir exactement à quoi elle va consister. Et quand la MINUSMA est arrivée, je pense que les Maliens avaient eu beaucoup trop d'attentes. Que son mandat vraiment ne lui permet. Et le problème, c'est quoi? C'est que la MINUSMA elle-même se replie derrière le fait que nous n'avons pas ce mandat, notre mandat ne nous permet pas, mais aujourd'hui, ils sont les premières victimes. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça a été le cas dans un passé récent au Congo, quand on a compris que le mandat de la MONUSCO ne lui permettait pas de résoudre le problème, mais sur place, on a trouvé les moyens de changer le mandat et ils sont tout de suite passés à l'action et ça a résolu le problème. Donc je pense que tant que le mandat de la MINUSMA n'a pas été révisé et adapté au contexte, trouver une solution, effectivement, que ce soit une force d'intervention. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que non seulement ils n'ont pas un mandat pour aller combattre le terrorisme, mais même si aujourd'hui il y a une base de la MINUSMA ou il y a une patrouille de la MINUSMA qui va même en face des terroristes, tant qu'ils n'ont pas été agressés et qu'ils soient obligés d'intervenir dans le cadre de la légitime défense, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Ils n'ont même pas le droit d'assurer leur propre sécurité dans une certaine mesure. Alors, Chaka Tchèble Doumbia. Oui, je me rappelle que sur ce même plateau, avec Rachida, nous avons eu à parler sur le mandat de la MINUSMA ici au Mali. Elle a laissé entendre que ce mandat sera révisé en fin de mois de juin. Mais nous l'avons dit ici, c'est que la MINUSMA dit qu'elle est là pour la protection des civils. De quels civils s'agit-il si la MINUSMA n'est pas apte à se protéger elle-même d'abord? C'est là la question qu'on se pose. Et puis, je l'ai dit ici, vous pensez qu'on peut avoir derrière chaque civil un soldat entretenu et payé par qui? C'est là toute la question. Mais la menace au sein de la bande sahélo-sahélienne, c'est qu'on a signé l'accord, il y a la réintégration, désarmement et réintégration qui se trouve dans l'accord, mais en réalité, même en allant avec ce scénario, ça ne va pas arranger les trafiquants de drogue qui vivent des millions, 3 millions par jour. Pensez qu'est-ce qu'ils ont à faire avec les 300 000 francs, les 200 000 francs des fonctionnaires maliens. Et donc, l'accord, ça ne les arrange pas, la paix, ça ne les arrange pas. Tout ce qui les arrange, c'est les trafics de drogue, c'est les trafics de cocaïne, des consorts. Donc, ce qu'il y a à jouer aujourd'hui, c'est de lutter contre ces trafiquants et c'est de lutter également contre le terrorisme. Et donc, il faut les moyens conséquents pour ça. Alors, M. Doumbia a évoqué justement l'accord de paix. Alors, peut-on expliquer la recrudescence de la violence illustrée par Nara, Misseni, Fakula, etc., par la signature de l'accord de paix qui exclut les terroristes cette année? Ça c'est peut-être une analyse possible. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se disent, vous avez signé un accord de paix parce qu'il y a le timing quand même. C'est-à-dire quelques semaines ou enfin quelques jours après la signature de
de l'accord, vous avez boum boum un peu partout. Donc peut-être qu'ils ont voulu aussi dire quelque part, vous avez signé l'accord, nous ne sommes pas concernés, vous allez entendre parler de nous sur le terrain, c'est une lecture possible. Mais l'autre lecture, c'est qu'ils sont quand même décidés, au moment où on va voir peut-être dans le nord ou dans certaines localités, on va commencer le DDL, opération de désarmement, réinsertion, démobilisation, au moment où on va commencer à avoir peut-être des patrouilles mixtes sur le terrain, peut-être que là, ils sont commencés à être coincés et ils cherchent une espèce de bouffée d'oxygène ailleurs. Ils vont à Nara, ils vont à Mycénie, ils vont à Fakola, avec une particularité, si vous permettez, c'est qu'ils s'intéressent aux frontières, à 2 frontières, Mali-Mauritanie, avec une particularité. Vous avez une grande forêt qu'on appelle la forêt du Ouagadou, qui est là-bas, c'est très boisée. Et à la frontière ivoirienne, vous avez une autre forêt, une forêt de Sama, la forêt de Sama, qui est frontalière aux 2 pays. Donc vous voulez dire que c'est un choix qui n'est pas fortuit? C'est pas fortuit, à mon avis. Deux mots pour compléter cet aspect de cette Daniel. Quand j'ai discuté avec certains officiers de l'armée malienne, ils m'ont clairement fait comprendre. Vous discutez trop avec les officiers de l'armée malienne. Hein. On m'a clairement fait comprendre que ces forêts-là servent des lieux de refuge pour ces terroristes. Et ils les pourchassent en voiture, mais ils sont en moto et donc ils ont une facilité de mobilité entre les arbres. Cheikh Amadou Diouara. Moi, je pense qu'il y a une question qui est là. Moi, je pense que les accords ont été signés entre l'État malien et la CEMA. Mais sans oublier qu'il y avait d'autres protagonistes qui ne sont ni de la partie malienne, ni de la CEMA, encore moins de la plateforme. Donc, il y en a qui n'ont jamais rejoint la table de négociation, qui sont ces organisations djihadistes. Vous voulez évoquer qui précisément? D'abord, c'est vrai, il y a eu le HCIA, après qui s'est retrouvé dans la CEMA et autres, mais il n'y a jamais eu Ansardine en tant que tel à la table de négociation. Dans un premier temps à Ouaga, et après, ils ont unilatéralement rompu, ils ont fait un communiqué quelque temps avant l'attaque de Kona, et dès lors, on n'a jamais entendu parler d'Ansardine. Après, on sait qu'il y a eu des blanchiments de toute une partie et tout ça, qui sont devenus MIA, qui sont devenus HCIA, qui sont devenus SEMA, etc. Mais Ansardine, en tant que tel, n'a jamais rejoint la table de négociation. Le Moujao, etc. Et après, tout ça quand même sur le djihad international. Vous pensez que qui c'est trouve facile toujours l'occasion de se retrouver quand il s'agit de faire face à un ennemi commun. Et je pense que du fait qu'ils n'ont pas été sur cette table de négociation, ce qui leur revient de droit, en fait, dans leur logique, c'est tout de suite de poser des actes pour saboter cela. Mais vous pensez que négocier avec des terroristes, ça peut donner quelque chose, ça peut aboutir? Moi, je pense que comme on le dit, diriger, c'est négocier même avec le diable. Si c'est là, il va de l'intérêt du peuple. Si c'est en négociant avec des terroristes, on peut avoir la paix. On peut négocier avec n'importe qui. Même Abou el-Baghdadi, on peut négocier avec lui. C'est un avis que vous partagez oui, cette année? C'est un avis que beaucoup partagent. C'est-à-dire, il faut négocier avec les terroristes. D'autres disent, oui, mais il faut négocier avec les islamistes maliens. Mais ce qu'il faut savoir quand même, quand vous voyez, quand on fait un décryptage de la crise malienne, moi je l'ai dit toujours au début, c'est-à-dire que c'est le fameux MNLA dont tout le monde a parlé dès le départ, n'était que le cache-sexe des terroristes, si vous voulez, des islamistes. On s'est trompé sur ça. Alors, il ne faut pas dire que nous allons négocier avec les islamistes maliens et que ce soit encore le cache-sexe des islamistes étrangers. C'est-à-dire, un islamiste, je vous dis, ne négocie pas pour déposer les armes. Il ne négocie qu'en position de faiblesse. Donc, ce qu'il faut faire de manière concomitante, c'est de redoubler de vigilance, d'organiser le système, d'avoir un meilleur système sécuritaire au nord et en ce moment, engager la négociation avec certains. Mais si vous dites nous allons négocier avec les Maliens, les islamistes maliens, on l'a vu dans le passé, étaient les cache-sexes des étrangers. C'est Doumbia. Et la question, c'est que on va négocier quoi avec ces islamistes? C'est là la question. S'il s'agit de négocier sur des questions de foi, des questions religieuses, déjà nous avons une instance supérieure ici qui peut servir d'interlocuteur, le Haut Conseil islamique, qui peut servir d'interlocuteur. Et donc, si nous avons des questions sur la foi, c'est à ce Haut Conseil islamique qu'on va se référer. Ces islamistes, ils ont des armes. S'ils veulent se faire entendre, qu'ils déposent les armes, qu'ils renoncent au terrorisme et qu'ils rentrent dans le processus normal. C'est aussi simple que ça. Vous voulez réagir, c'est tout voilà? Moi, je voudrais juste rappeler qu'en 2012, j'étais sur le terrain, j'ai rencontré une délégation du Haut Conseil islamique avec à la tête M. Mahmoud Diko, qui était parti rencontrer le Moujao. Donc j'ai eu la chance effectivement d'être là. Et ils ont dit, nous sommes venus rencontrer les Maliens du Moujao.
Ils sont allés rencontrer le Moujao, mais ils ont voulu discuter avec les Maliens et pour voir s'il y avait la possibilité de négocier. Et d'ailleurs, ils avaient été invités par le Moujao, mais quand ils sont venus, ils avaient voulu rencontrer les Maliens qui sont dedans et discuter avec eux. Et après, quand moi j'ai discuté avec les responsables du Moujao qui étaient là, ils m'ont dit, y compris les Maliens, ils m'ont dit, il n'y a pas de djihadisme malien. Le djihad, c'est une califat, c'est un concept universel. Il n'y a pas de Maliens, il n'y a pas de Tunisiens. Voilà. Nous sommes là avec nos frères qui sont venus d'un peu partout se joindre à nous. Donc, nous ne pouvons pas nous désolidariser d'eux pour dire nous sommes les Maliens et autres. Ça a été réussi un peu à Kidal avec Ansardine et autres, Mia et autres, mais non, ce n'était pas dans le cas du Moujao, par exemple. Nous allons observer une courte pause pour ensuite poursuivre ce débat. Une réaction, Un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La situation sécuritaire dans les pays, c'est le second volet de ce débat. À présent, cette question qui s'adresse à C. Daniel. Sait-on l'identité de ces groupes qui sèment encore la terreur avec les attaques perpétrées non loin des frontières ivoiriennes et burkinabé? Doit-on craindre des risques de contagion? Moi, je pense, vous savez, ce que la Côte d'Ivoire a fait, c'est de dépêcher tout de suite des troupes à la frontière. Ils sont pas venus, les militaires ivoiriens ne sont pas venus en territoire malien, mais quand même, ils sont tout de suite venus. Il y a un risque. Vous avez écouté l'évêque d'Odiéné, qui est une localité du nord de la Côte d'Ivoire, qui a dit récemment, nous avons très peur parce que nous n'avons pas les moyens de nous défendre. Maintenant, quels sont ces groupes? Moi, je pense qu'il y a un peu de tout dedans. Il y a des groupes, je dirais, qui ont une franchise en sardine, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans un côté d'abord dans le groupe en sardine, mais après il y a des particularités. J'ai parlé tout à l'heure du fameux Amadou Koufa. On a mis la main il y a 2 semaines sur une de ses déclarations où il appelait à attaquer par exemple la France. Il y a des éléments de Koufa qui avaient attaqué, vous vous souvenez, la localité de Dogo, qui est dans le centre, non loin de Mopti, la localité de Ténékou. Donc à Nara, on les a retrouvés, mais la particularité de Nara, et ça c'est très important, c'est que vous avez eu des Arabes, vous avez eu des Touaregs qui ont participé aux attaques de Nara, et puis vous avez dans le sud une secte qu'on appelle la secte Dawa, qui est d'obédience pakistanaise, qu'on retrouve au sud, qui sont encore partisans également, et je pense qu'on doit avoir également des bandes qui écument le sud du Mali, c'est-à-dire la frontière, des voyous, des bandes armées qui profitent de cette situation pour intégrer tous ces groupes-là. Donc je dis, c'est une espèce de holding où vous avez différents groupes qui ont une idéologie, parfois c'est teinté, qui ont un vernis idéologique, mais ça peut être aussi, vous avez des voyous de l'autre côté de la frontière ivoirienne qui se disent, mais tiens, si je traverse, c'est-à-dire de Misséni pour aller en Côte d'Ivoire, il y a un petit fleuve qui s'appelle le fleuve Bagoué. Si j'ai une pirogue et que je peux traverser le fleuve Bagoué en transportant par exemple 5 à 6 djihadistes, ça me permet d'avoir plus d'argent que de travailler pendant un mois. Donc il y a un peu de tout ça dedans, à mon avis. Le Chaka Tchèbdedoumbia. Oui, la question, c'est les facteurs qui nourrissent la naissance de ces groupes au sein vers la frontière ivoirienne. Je l'ai dit ici, c'est qu'à la seconde où se trouve sur l'agenda du Moujao, tous les États de l'Afrique de l'Ouest, les États de l'Afrique de l'Ouest doivent en conséquence se préparer pour se faire face à la menace. Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas d'accord de coopération militaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Quand nous les pourchassons, ils sont du Mali, quand les militaires maliens les chassent, ils se retrouvent facilement en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de militaires ivoiriens, c'est difficile pour les militaires maliens de s'infiltrer sur le territoire ivoirien et de mener des opérations. Et donc, nous devons nous armer du point de vue juridique, du point de vue technique et militaire pour nous faire face à la menace. C'est tout ce que je peux dire sur ce coup-là. M. Cheikh Amadou Diouara. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, ça me rappelle une tristement célèbre vidéo que j'ai faite en avril 2012, juste après la prise des villes du Nord. Exactement. Il disait, nous voulons, je me permets de vous couper, il dit, nous voulons la charia de Tombouctou à Kolondiéba. Exactement. Nous allons venir, nous n'allons pas nous arrêter ici, effectivement, nous allons jusqu'à Kolondiéba. Et à chaque fois qu'on passait la vidéo, y compris mon père, il dit, mais il est malade, lui. Et voilà, tout le monde disait, mais il est malade, il veut aller à Kolondiéba. Alors, ils y sont aujourd'hui. Vous voulez dire que ce n'était pas un simple slogan, non? Pas du tout. Et en plus, je veux dire, ça ne devait pas nous surprendre. Ça ne devait pas nous surprendre. Et il faut savoir aussi que les gens sont pas... Et Oumar le disait toujours, nous n'allons pas quitter Gao ou Tombouctou pour aller là-bas. Nous y sommes déjà.
nous n'avons qu'à donner, nous n'allons qu'à décréter le djihad là-bas pour que nos cellules qui sont là-bas, pour que nos éléments qui sont là-bas rentrent en activité. Allusion aux cellules dormantes dont Sir Daniel parlait la dernière fois ici, dans ce studio. C'est ça, il y a des cellules dormantes un peu partout. Nous avons découvert qu'à Bamako, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y avait des cellules dormantes. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a 4 ou 5 ans, les forces de sécurité, je crois que c'est plutôt les forces de renseignement, la sécurité d'État a arrêté ici une douzaine de personnes. C'était que des gens qui avaient la peau aussi noire que la mienne. Parce que jusqu'à l'époque, on pensait qu'était terroriste seulement celui qui était blanc. Blanc comme celui que je vois dans le studio. Mais en réalité, non. C'est-à-dire qu'on peut avoir la peau aussi noire que celle de Sir Daniel et être terroriste. Donc les cellules dormantes, la particularité des cellules dormantes, et c'est très important, c'est que nous assassinons le temps parce que le temps nous assassine, parce qu'il est 17h30, dans 10 minutes, dans 20 minutes, on doit partir. Mais la particularité des cellules dormantes, c'est que les cellules dormantes assassinent le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent attendre 1 mois, 2 mois, 2 ans. Patiemment, ils tissent le toile jusqu'au jour où ils disent maintenant stoppez, on applique la charia. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le nord du Mali. Les djihadistes ont été à un moment plus populaires que le fameux mouvement national de libération de l'Azawad. Parce que lorsque le MNLA est arrivé, ils ont tout cassé, ils ont tout détruit, ils ont volé, pillé. Alors que lorsque les djihadistes sont arrivés, la première des choses qu'ils ont faites, par exemple, dans une localité comme Tombouctou, c'est de dire, nous allons faire une distribution de vivres. Ensuite, la deuxième chose, c'est de dire, tous ceux qui ont perdu leur moto, leur véhicule, leur wasabi, venez chercher vos biens. Et tout le monde s'est dit, alhamdoulilah, ils sont meilleurs au MNLA. Mais ils avaient une tactique de conquête du terrain. Lorsqu'ils ont conquis le terrain, ils ont dit, à partir de maintenant, plus personne ne regarde la télé. À partir de maintenant, vous ne jouez pour le foot. Donc ça, c'est très dangereux. Ça, c'est le rôle des cellules dormantes. Ils sont redoutables, les cellules dormantes. Et la crainte de voir des groupes armés, des groupes, disons, terroristes comme Boko Haram se mêler de la danse au Mali, peut-être justifié, Djoura? Oui, le djihad, vous savez, je pense que c'est ce qui a le plus de facilité de connexion à travers le monde. C'est vraiment... voilà, c'est le plus flexible, le plus rapidement possible. Ils peuvent se mettre ensemble, ils peuvent faire allégeance et tout ça. Mais juste par rapport à la question des cellules dormantes, il faut savoir qu'il y a plusieurs décennies que des services étrangers ont signalé au Mali que Seydou Idrissa, qui était le chef de village et l'imam du village de Kadi, avait un agenda de djihad et qu'il était en connexion avec des organisations au Pakistan, un peu partout au Moyen-Orient, en Afghanistan, et que depuis ce moment, il envoyait des hommes se battre là-bas, il recevait d'autres, il passait effectivement sous le couvercle de la Dawa et de beaucoup d'autres sectes, mais qu'il avait un agenda djihadiste et ça n'avait jamais été pris au sérieux. Et nous avons vu que quand même, quand le Moujao a pris le contrôle, même pas le contrôle, c'est-à-dire que Gao est tombé le samedi 31 mars 2012, le lendemain, nous avons vu des ressortissants du village de Kadi, que nous connaissons, pêcheurs, que nous connaissons piroguiers, que nous connaissons jardiniers, nous les avons vus en armes, qui, sans qu'on ne le sache, qui avaient eu une formation militaire, qui savaient manipuler les armes, qui étaient en connexion avec ceux qui venaient d'arriver. Alors, donc, vous voyez, et ils savent aussi travailler dans la plus grande discrétion, voilà, avec efficacité et surtout avec discrétion. Alors, cette question à Siaka Tchebde Doumbia du Centre d'analyse politique et économique, puisqu'il nous reste quand même peu de temps, face à toutes les menaces que nous venons d'évoquer, on est tenté de se poser la question suivante: que faire pour mieux sécuriser les populations? Il faut peut-être un déploiement complet et rapide de l'armée malienne, non? Le déploiement complet de l'armée malienne aujourd'hui ne suffit pas. L'armée malienne à elle seule aujourd'hui ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens sur tout l'étendue du territoire du Mali aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. En revanche, il y a une question de restructuration aujourd'hui de nos forces et une question de rééducation de nos forces armées de sécurité. Quand vous prenez la ville de Moko, vous avez une intersection où vous avez à peu près 10 policiers dans un rond-point. Vous rentrez facilement dans une ville, vous sortez facilement.
à l'intérieur de cette ville-là, aucun contrôle. Et donc, il faut sécuriser les entrées et les sorties dans les villes, dans les agglomérations, et faire de l'armée une armée professionnelle qui est là pour faire face aux menaces et non pas une armée qui est quand même cloîtrée sur elle-même à l'intérieur des grandes agglomérations. L'armée malienne est en reconstruction, donc elle ne peut pas assurer la sécurité de tout le nord du Mali, où vous avez parfois une densité de 3 habitants par kilomètre carré. Je ne crois pas que l'armée malienne seule peut le faire. Moi, je vais vous donner mon sentiment, et certains ne seront pas d'accord. Je suis persuadé que dans la nouvelle armée malienne reconstituée, moi je vois pour une période de transition, l'armée malienne, certains éléments issus du DDR, plus l'armée de la communauté internationale, enfin plus les casques bleus, les soldats de la paix, mais également les soldats du dispositif Barkhane, je les vois dans une période de transition assurer la sécurité de tout le nord du Mali. En considérant que le nord du Mali n'appartient pas seulement au Mali, c'est-à-dire que c'est le lieu de tous les passages de trafic, je vois plutôt une force mixte internationale composé donc de soldats locaux. Vous avez des anciens soldats du Gatia qui vont être intégrés dans la nouvelle armée. Donc je vois tout cet ensemble-là, cette composante-là, former ce qui va défendre le nord du Mali. C'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais en l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas tout seuls assurer la sécurité de ce vaste territoire. Djouara, vous avez la parole, Cheikh Amadou. Moi, je pense que nous allons parvenir à sécuriser le nord du Mali quand la communauté internationale aura la volonté politique de le faire. C'est-à-dire en revisant le mandat de l'aménagement et en l'adaptant aux besoins essentiels. Pour le moment, on ne parle pas de l'armée malienne. L'armée malienne, aujourd'hui, là où on est, elle est quasi inexistante sur plus de 50% du territoire malien. On rentre dans un processus de redéploiement, etc. On ne sait pas qu'est-ce que ça va prendre comme temps, etc. Et tout. Donc pour le moment, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique de la part de la communauté internationale et qu'elle donne des solutions adaptées. Parce que quand un médecin continue à donner juste des calmants pour un grand malade qui a une maladie symptomatique grave, ce n'est pas la solution. Donc qu'on donne. Pourtant, ce médecin sait très bien le médicament qu'il lui faut. Je pense qu'il faut donner le médicament qu'il faut pour qu'on puisse résoudre ce problème. Et tant qu'on laisse régner ces cartels qui font de cette partie un Far West, un no man's land pour le bon déroulement sans obstacle du grand trafic, ça restera toujours ce que c'est. Juste deux mots pour terminer, Cheikh Athiabde Doumbia. D'un débat, on va peut-être aboutir à un autre débat, mais le temps ne va pas nous permettre. Aujourd'hui, moi, je me dis que la politique telle qu'elle est décrite dans l'accord concernant le dispositif DDR, ça va constituer également un véritable obstacle à la reconstitution de cette armée. J'en suis presque sûr. C'est qu'on va répéter les mêmes erreurs que nous avons connues dans les différents accords jusqu'aujourd'hui. Excusez, je crois que nous aurons l'occasion quand même de poursuivre ces débats avec ces mêmes invités. Alors, pour l'instant, puisque le temps qui nous était imparti est presque terminé, nous allons donc mettre fin à cette émission. Je rappelle que le sujet du jour, c'était un triple sujet d'ailleurs, la mort de Wadou Sène, la situation sur le terrain et beaucoup d'autres choses que nous aurons l'occasion d'évoquer au cours d'une prochaine émission. Nos invités, je vous le rappelle, étaient le professeur André Bourgeot, chercheur au CNRS de Paris. Alors, il a participé à la première partie de l'émission pour des contraintes. Voilà. Dans ce studio, nous avions ici Sir Daniel, qui est journaliste et écrivain. Cheikh Amadou Djouara, journaliste, lui aussi était là. Cheikh Athiabde Doumbia du Centre d'analyse politique et économique était également avec nous. Cette émission vous a été présentée par Seydou Fomba. À la mise en onde, Mamadou Djouara. Nous allons vous retrouver donc demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.